L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'Iran et le Moyen-Orient toujours en proie à la tension, une tension qui ne fléchit pas. Mais est-on en train paradoxalement de nous acheminer vers la fin de la guerre? Mais attention, sous condition. D'après le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, dans une interview accordée au quotidien Al Arabi Al Jadid, des garanties empêchant d'abord les futurs bombardements et surtout Araghchi table également sur des versements de compensation à l'Iran. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Quel est le niveau également de la tension au sein des pays de la région? Vers quoi s'achemine-t-on? Et est-ce que l'économie mondiale risque tout bonnement de basculer vers une crise de récession? On en parle tout de suite. Dans cette interview accordée donc à Al Arabi Al Jadid, le premier diplomate iranien Araghchi a dit autre chose. Non, le détroit d'Ormuz n'est pas fermé, il est ouvert à la navigation, à l'exception des navires américains et de leurs alliés. On fait le point, en tout cas avec nos invités du jour. Gilbert Achcar, bonsoir. Bonsoir. Professeur à la School of Oriental and African Studies de Londres. Soyez les bienvenus. Auteur également. Merci d'être des nôtres encore une fois. Oui. Et également avec nous, je reçois Georges Malbruno. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, écrivain également, entre autres. Alors Georges, je voulais d'abord commencer par cette déclaration du ministre Araghchi qui conditionne la fin de la guerre en Iran. Il table sur les garanties de sécurité ainsi que des versements des compensations des pays du Golfe à l'Iran. Selon la presse américaine, les officiels américains tentent également d'asseoir des discussions avec Téhéran. Mais comment peser la déclaration du ministre Araghchi ainsi que les conditions pour faire cesser la guerre? Alors, je crois que les déclarations d'Abbas Araghchi sont assez maximalistes, en particulier sur le versement des compensations, mais elles traduisent le fait, et l'Iran d'ailleurs l'a déjà dit depuis une semaine, qu'il ne veut pas de négociations qui aboutiraient à un cessez-le-feu temporaire. L'Iran veut un cessez-le-feu définitif qui est assorti par des garanties au terme desquelles il n'y aurait pas de nouvelle guerre dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, arguant du fait que en juin dernier, l'Iran et les États-Unis négociaient la guerre, ça a été déclaré contre eux, et qu'en janvier dernier, même scénario. Donc l'Iran ne se montre pas pressé d'entamer des négociations. D'ailleurs, les États-Unis, même s'ils le disent, eux aussi ne sont pas pressés. On voit que de part et d'autre, chaque camp mise sur une prolongation de la guerre, en particulier l'Iran, qui veut entraîner les États-Unis et Israël, mais aussi les pays qu'ils frappent, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, dans une guerre d'usure, en leur faisant payer des dommages maximaux à cette guerre qui les frappe depuis 15 jours. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut lire les déclarations d'Abbas Araghchi, c'est-à-dire l'Iran veut bien négocier, mais négociation qui referme la parenthèse de cet épisode de guerre comme l'Iran en a connu depuis 6 mois. Dernière question, Georges Malbruno. Les Américains ont bombardé vendredi l'île de Hark qui abrite un site pétrolier iranien clé dans le golfe Persique, près de 500 km au nord du détroit d'Ormuz. Je vous demanderai de réagir également à une autre déclaration signée David Petraeus, ancien général de l'armée américaine et ancien directeur de la CIA. En parlant du nouveau guide iranien Mujtaba Khamenei, il dit « Nous, les Américains, nous espérions trouver une Delcy Rodriguez, c'est-à-dire une personne plus conciliante, et nous avons trouvé un jeune Kim Jong-un. Comment expliquez-vous l'impasse de l'analyse de l'administration Trump concernant l'Iran? Je crois que l'administration Trump n'a pas ni défini des buts de guerre précis, ni envisagé une sortie de cette guerre. Et jusqu'à maintenant, le résultat
de la guerre entamée par Donald Trump et Benjamin Netanyahu, ça a été en Iran comment dirais-je, de faire en sorte que le nouveau guide soit un Khamenei, ce qui n'était absolument pas l'option privilégiée par le système iranien avant la guerre des 12 jours en juin. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que David Petraeus, qui connaît l'Iran, il a été en poste à Bagdad, il connaît bien l'Iran, eh bien, il a dit une chose qui est vraie, c'est qu'il a dit effectivement que Donald Trump a finalement nommé un Khamenei pour succéder à un autre, c'est-à-dire que c'est quelque part, les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied. Et pour revenir à votre première question sur l'île de Kharg, il faut bien préciser que les États-Unis n'ont visé que des sites militaires. Ils ne veulent pas viser pour l'instant des cibles pétrolières pour une raison très très simple, c'est que le jour où les États-Unis viseront les sites pétroliers de l'île de Kharg, ça veut dire qu'ils renoncent totalement à tout changement de régime, parce que on peut penser que d'ici là, ils n'ont aucun intérêt justement à tuer la poule aux œufs d'or en frappant les installations pétrolières. Si jamais ils veulent installer quelqu'un, ou si, en tout cas, s'ils espèrent installer quelqu'un à la place des mollahs et des gardiens de la révolution. Cela étant, cette frappe sur l'île de Kharg s'est traduite, vous l'avez vu, par une riposte quasi immédiate de l'Iran sur le terminal pétrolier de Fujairah aux Émirats arabes unis. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette montée en puissance, c'est-à-dire qu'une frappe américaine sur un site d'infrastructure, puisque c'est, je pense, ce vers quoi on va à travers cette troisième phase qui a démarré hier, eh bien, une frappe sur les infrastructures iraniennes sera suivie d'une frappe iranienne sur les infrastructures soit des pays du Golfe, soit des États-Unis, mais plus vraisemblablement sur les pays du Golfe. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on va rentrer dans une semaine extrêmement dure, où chacun va vouloir marquer des points. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, hier, a dit que le conflit allait rentrer dans une phase décisive. Merci beaucoup, Georges Malbruno, de nous avoir livré vos avis. Grand reporter, journaliste et auteur. Je vous dis à bientôt. Merci. Gilbert Achcar, comme vient de le dire Georges Malbruno, on se prépare à entamer une semaine encore plus dure que celles qui se sont écoulées les deux dernières. Est-ce que la guerre est encore loin de conclure ces derniers chapitres, selon vous ? Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment le bout. Je crois que les États-Unis et Israël, puisqu'il s'agit d'une offensive conjointe des deux pays contre l'Iran, ont tablé sur la destruction du potentiel de frappe dont jouit l'Iran, qui consiste en missiles, bien sûr, et en missiles balistiques en particulier, mais aussi en drones. Et il semble qu'ils aient sous-estimé le nombre de drones que possède l'Iran, puisque c'est surtout des drones actuellement que l'Iran utilise. Ou alors il faut donner, croire les affirmations du président ukrainien qui déclare avoir des informations sur la livraison de drones par la Russie à l'Iran. Donc c'est ainsi un peu que ça continue, c'est-à-dire que les États-Unis et Israël pensent pouvoir encore faire plier le régime iranien. Le régime iranien n'a donc pas vraiment d'autre option que soit de capituler, ce qu'il refuse et a refusé jusqu'ici, soit de continuer et d'essayer d'élargir l'extension du combat, surtout dans la région du Golfe, pour peser sur la décision des États-Unis, sur leurs alliés arabes dans le Golfe et sur l'économie mondiale. Mais restons, si vous voulez bien, aussi du côté américain. On sait très bien que beaucoup de voix dissonantes au sein de l'administration américaine ont
critiqué cette aventure iranienne des États-Unis. C'est vrai que beaucoup d'intérêts américains ont été ciblés et le sont encore dans la région. On sait que des militaires américains comme le général d'état-major Dan Kane étaient contre les menées trumpiennes contre l'Iran. C'est que J.D. Vance, le vice-président, qui se fait d'ailleurs discret, était également timoré par rapport à cette opération. Ça, on voit que si la guerre dure, ça pourrait aussi porter préjudice à l'administration Trump, voire aux États-Unis d'Amérique au niveau de la rue. Il y a aussi beaucoup de manifestations qui s'organisent dans les rues américaines. Donc, on a vu ça en Californie, on a vu ça dans le Minnesota. Est-ce que ça pourrait aussi provoquer une crise sociale, voire économique aux États-Unis même? Oui, enfin, c'est une opération très, très mal calculée, très risquée que Donald Trump a décidé en lançant cette offensive de grande envergure contre l'Iran. Alors, vous aviez cité tout à l'heure cette déclaration de Petraeus, l'ex-directeur de la CIA, qui disait, et cela est évident, que Trump s'attendait à voir émerger une Delcy Rodriguez, et c'est une référence au Venezuela, à la présidente par intérim actuelle du Venezuela, qui collabore avec les États-Unis depuis l'enlèvement du président du pays, Nicolas Maduro. Et en éliminant le guide suprême iranien, Khamenei, Trump pensait obtenir le même résultat, ce qui est un calcul, il faut dire, un peu simpliste, et d'autant plus un pari d'autant plus risqué que, contrairement au Venezuela, où il semble que Washington avait tissé des liens et des contacts au sein du gouvernement vénézuélien, il n'y a rien de pareil, en tout cas qui a émergé dans le cas de l'Iran. Donc tout va dépendre au bout du compte du résultat de tout cela. Si Trump parvenait à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire un changement au sommet du régime iranien qui tendrait la main à Washington, tournerait la page du nucléaire et des missiles balistiques et s'ouvrirait économiquement aux États-Unis, là, Trump pourra claironner victoire. Mais si par contre ça se terminait par un fiasco, ce qui semble tout à fait possible, bien sûr, cela pèsera très lourd non seulement sur Donald Trump et sa popularité, mais sur l'ensemble du camp républicain qui, malgré les quelques réticences que vous avez signalées, le camp républicain, dans sa très grande majorité, soutient cette guerre et il pourrait en payer le prix. Ça s'ajouterait à d'autres facteurs, y compris le facteur économique intérieur, lors des élections de novembre prochain. Mais qu'est-ce que veut Trump? Vous avez dit, il veut un changement de régime, mais pourquoi faire finalement? Quel est son objectif au-delà du changement de la donne politique au sein de l'Iran? Il ne veut pas de changement de régime. C'est ça, encore une fois, la grande différence. Trump est quelqu'un qui a observé de très près ce que l'administration de George W. Bush avait fait en Irak au moment de l'occupation de l'Irak, quand il était question précisément de changement de régime. Et le démantèlement de l'État irakien s'était vite transformé en lourd fiasco pour les États-Unis, en créant un chaos qui avait d'une part profité à l'Iran, qui avait permis à l'Iran d'étendre son influence en Irak, et permis aussi l'émergence de groupes de lutte armée, y compris du genre terroriste, comme Al-Qaïda et le soi-disant État islamique en Irak. Et donc de cela, Trump a conclu, comme d'autres, que c'était tout à fait imprudent
pour les États-Unis d'essayer ou de démanteler un État quelconque. Il fallait laisser les régimes en place, mais forcer les régimes à changer de cap et à collaborer avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est exactement ce qu'il a fait au Venezuela, avec succès, on peut dire, et c'est un succès qui lui est monté à la tête au point qu'il a cru que, ça serait facile à réaliser ou à répéter en Iran. Quels sont alors, d'un autre côté, les objectifs de l'Iran dans cette guerre ? L'Iran avait prévenu que des bombardements viseraient des intérêts américains si agression il y eut. Oui, l'Iran a des moyens de riposte qui sont beaucoup plus restreints que les moyens, bien sûr, les moyens militaires des États-Unis et encore moins quand il s'agit des États-Unis et d'Israël combinés. Et donc, au-delà des missiles balistiques qui visent Israël et qui visent les bases américaines, la tactique de l'Iran, c'est d'ailleurs le gouvernement iranien, il faut le dire, avait menacé avant que tout cela se passe que ça serait le cas, que s'il était attaqué, il embraserait le Golfe, toute la région du Golfe. Et c'est exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire ils frappent les différents États de la région. Il n'y en a pas un qui a été pratiquement épargné. Bahreïn, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Royaume saoudien, tous ont été atteints par des tirs iraniens, ainsi que la navigation dans les eaux du Golfe. Tout cela afin de créer, comme ça a été dit au départ, c'est-à-dire une pression sur ces pays-là pour les amener à faire pression sur les États-Unis pour que tout cela cesse, et puis une pression sur les États-Unis et le reste du monde par le biais de l'économie, par le biais des prix du pétrole, de la flambée des prix du pétrole et du gaz. Gilbert Achcar, est-ce que selon vous, on assiste en ce moment même à une baisse d'influence ça dépend comment la guerre se terminera, mais est-ce qu'on risque d'assister à une baisse d'influence des Américains dans la région ? Si ça se solde par un fiasco, oui, bien sûr. De même que le fiasco irakien avait entraîné une forte perte d'influence des États-Unis. Trump avait fait, lors de son premier mandat, et puis encore plus lors de son retour aux affaires, tout ce qui était en son pouvoir pour restaurer, si vous voulez, la crédibilité des États-Unis. Vous vous rappelez qu'il avait, durant son premier mandat, par exemple, assassiné Qasem Soleimani, le chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne. Donc, il a voulu restaurer la crédibilité des États-Unis et il s'est lancé dans cette opération militaire dans cette même optique. D'ailleurs, on sait par des enquêtes, par exemple une enquête du Washington Post, que les Saoudiens en particulier se sont joints à Israël dans la pression sur Washington sur Donald Trump pour qu'il mette ces menaces à exécution, en expliquant que s'il ne mettait pas ces menaces à exécution, eh bien l'Iran se sentirait encore plus libre et de faire tout ce que bon lui semble. Voilà. Donc c'est ce dans quoi il s'est lancé. Mais maintenant, si ça se termine encore une fois par un fiasco, bien sûr, il va perdre beaucoup du crédit, mais il ne semble pas, enfin, lui non plus, il y a une sorte d'entêtement des deux côtés, si vous voulez. Il n'est pas prêt à se retirer dans des conditions qui peuvent apparaître comme celles d'un fiasco. Il a besoin de conditions qui lui permettent de prétendre, en tout cas, qu'il a gagné. Et tant qu'il ne les aura pas, il n'arrêtera pas. Donc c'est pour ça que effectivement, on peut s'attendre à une escalade du côté américain.
Je dirais un peu moins du côté iranien parce que les moyens sont plus limités et avec le temps ils diminuent, mais aussi, enfin, on a vu, bon, l'Iran peut qualitativement changer la donne en s'en prenant, par exemple, aux installations pétrolières de ses voisins, même si ça lui coûterait beaucoup, parce que si l'Iran le fait, eh bien, ses propres installations pétrolières qui, jusqu'ici, ont été épargnées par les Américains, les Israéliens ont frappé une fois, et les Américains, d'ailleurs, leur ont demandé de ne plus le faire, de ne plus s'en prendre directement aux installations pétrolières. Avec des menaces. Donc, oui, oui. Bien sûr. Et donc, cette menace réciproque, si vous voulez, est toujours là. Est-ce que, d'après vous, les objectifs des Américains et des sionistes sont les mêmes dans cette guerre ? Non, ils ne sont pas les mêmes. L'objectif de Donald Trump, on en a parlé, hein, c'est forcer le régime iranien à collaborer, à changer de cap, à passer d'une hostilité affichée aux États-Unis à une coopération avec les États-Unis. Le gouvernement sioniste, lui, souhaiterait la chute du régime. Comme je vous ai expliqué, ce que Washington craint en fait, hein, une chute du régime qui aboutirait à une situation chaotique en Iran et quelque chose que ni Washington ni ses alliés arabes du Golfe ne souhaitent parce que ça créerait un chaos indescriptible pour toute la région. Donc ça, ils n'en veulent pas. Hein, ils n'en veulent absolument pas. Ils veulent pas une répétition de ce qui s'est passé en Irak, de ce point de vue-là. Israël, par contre, verrait d'un très bon œil non seulement l'écroulement du régime, non seulement l'effondrement de l'État iranien, mais aussi la fragmentation de l'Iran. Hein. Il ne faut pas oublier que la moitié de la population de l'Iran est composée de minorités ethniques. Hein, et Israël verrait d'un très bon œil une fragmentation le long de ces lignes ethniques de l'Iran, comme d'ailleurs de toute la région. C'est un très vieux plan sioniste, hein, que cette fragmentation sur des bases confessionnelles et ethniques de l'ensemble du Moyen-Orient. C'est le fameux plan de Oded Yunon qui date effectivement d'Oded Yunon, haut fonctionnaire du ministère de la Défense sioniste. Alors regardez ce que nous dit Hakan Fidan, qui est le ministre des Affaires étrangères turc. Tant que Benjamin Netanyahou sera là, Israël désignera toujours quelqu'un comme un ennemi, car ils en ont besoin pour faire avancer leur propre agenda, c'est-à-dire acquérir davantage de territoires. Selon vous, le facteur des guerres au Moyen-Orient s'appellerait Netanyahou? Je vous pose la question parce que vous avez beaucoup travaillé sur les poudrières du Moyen-Orient, comme vous les appelez. Est-ce que l'étincelle de cette poudrière s'appelle Netanyahou? Non, vous savez, c'est un vieux débat, hein, un vieux débat dans le monde arabe. Je me rappelle encore de l'époque nassérienne, quand Nasser expliquait que Israël est le chien de garde des États-Unis, hein, que Israël agit pour le compte des États-Unis, pour le compte de l'impérialisme américain, alors que la droite religieuse, en particulier liée au royaume saoudien, essayait d'expliquer que c'était en fait Israël qui était responsable de ce que les États-Unis pouvaient faire de mal, si vous voulez. Et cette façon d'essayer de présenter comme si la queue remuait le chien, au lieu que voilà, Israël c'est la queue et cette queue remuerait le chien américain. Or ça ne tient pas debout. Hein. Donald Trump n'a pas besoin de Netanyahou ni de qui que ce soit pour le convaincre de défendre ses propres intérêts familiaux. Il a des milliards de dollars d'intérêts en plus des intérêts des États-Unis. Mais il n'a pas été élu pour ça. Et maintenant, même l'intelligence artificielle, même les majors de l'intelligence artificielle des États-Unis ont des intérêts dans le Golfe. Est-ce que donc ça mériterait, selon vous, de mettre en place un plan de guerre?
Gilbert Achcar, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, professeur à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Merci pour vos éclaircissements et vos explications et je vous dis à bientôt. À bientôt. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention et on se dit à demain.